Alors dans cette vidéo, on va regarder comment décrire et bien identifier une roche. Donc évidemment en prenant le cas particulier des roches métamorphiques. Mais tout d'abord, la première chose à faire, c'est que bien souvent, on ne sait pas quel type de roche on a. Est-ce qu'on a une roche magmatique, sédimentaire, métamorphique? Donc il va falloir trouver des indices pour nous indiquer le type de roche dans lequel on se trouve. Ces indices-là, on va les trouver en regardant tout d'abord les textures, puis ensuite les minéraux des roches. Donc chaque type de roche va avoir des caractéristiques qui lui sont spécifiques. Par exemple, les roches magmatiques, si c'est des roches volcaniques, on va trouver des vacuoles, on va trouver des phénocristaux. Si on est dans des roches plutoniques, on peut aussi trouver des phénocristaux. On peut même voir parfois à l'œil nu de la zonation de cristaux. On va voir des cristaux qui vont vraiment être automorphes avec des phases cristallines bien développées. Et en termes de minéralogie, on va trouver les minéraux de la sérine bohène. Et le quartz, quand on le verra, ça sera un quartz qui sera non déformé. Dans le cas des roches sédimentaires, là, au niveau des textures, on va trouver tout d'abord souvent des fossiles. On va trouver des indices que les grains ont été transportés. Donc on va avoir des grains plus ou moins arrondis. On va aussi avoir au niveau de la minéralogie énormément de quartz et d'argile, qui sont des minéraux typiques des roches terrigènes, mais aussi des minéraux qui vont se trouver essentiellement, seulement dans des contextes sédimentaires, comme par exemple la halite, le sylvite, le gypse, l'argile qui est un minéral caractéristique des roches sédimentaires, et puis on va aussi avoir un certain nombre de roches carbonatées, bien qu'on peut en trouver dans les roches magmatiques et métamorphiques. Pour les roches métamorphiques, qu'est-ce qui va nous indiquer qu'on est dans le métamorphisme? Mais tout d'abord, des évidences de déformation. Les roches, lors du métamorphisme, souvent il y a déformation, donc on va avoir acquisition d'une foliation secondaire, donc clivage, schistosité, gneissosité. Et l'autre texture aussi qui peut être un bon indicateur, c'est les minéraux qui vont croître lors du métamorphisme. On appelle ça des porphyroblastes, donc des gros minéraux, mais qui vont être métamorphiques. Et parmi ces minéraux métamorphiques qui peuvent vraiment devenir de grande taille, on va trouver le grenat, l'astorotide, et on a aussi en plus d'autres minéraux métamorphiques communs, comme les silicates d'alumine, l'épidote, et souvent des bonnes quantités de mica sont des indices de roches métamorphiques. Donc on va prendre... Donc si on prend maintenant le cas d'une roche, et qu'on se fie à ce qu'on vient de dire tantôt, ici on a une roche et on voit qu'elle a un débit planaire, donc elle a une foliation. On voit que cette foliation est due à l'orientation de mica, ça donne un aspect lustré à la roche. Donc la roche aussi, on voit qu'elle a un grain qui sont bien visibles à l'œil nu, donc la présence de ces grains bien visibles à l'œil nu, de ce débit planaire bien marqué et défini par des micas, ça répond à la définition d'une schistosité. Donc si la roche a une schistosité, il s'agit d'une roche qui est métamorphique. Alors la première chose quand on décrit une roche, on va regarder la couleur de la roche. Donc ici la roche elle est grisâtre, lustrée, donc qui nous indique la présence de mica. Donc la couleur, l'idée de décrire la couleur, c'est toujours d'avoir des indices de la composition minéralogique. Ensuite, après la couleur, on va se faire attention à la texture. Donc on a déjà vu tantôt la schistosité. Donc ça, c'est une des textures de la roche. Donc la schistosité, on va la définir. Elle est définie par nos micas qui sont orientés, donc notre muscovite orienté. Et on va regarder aussi dans les textures, j'ai mis ici une liste de choses auxquelles on peut faire attention, c'est la dimension des grains. Et tout de suite ici, on voit des grains plus foncés, un peu plus grossiers, qu'on va pouvoir identifier comme étant le grenat ici qui est arrondi, et l'astorotide qui a une forme plutôt allongée, même couleur que le grenat mais plus allongée de présente. Ces minéraux donc sont plus grossiers, et c'est des minéraux métamorphiques, donc ils vont être ce qu'on appelle des porphyroblastes, c'est-à-dire des minéraux métamorphiques plus gros que le reste des minéraux. On trouve d'autres porphyroblastes aussi de biotites. Je souligne ici, on voit que c'est vraiment un petit feuillet noir, bien que sur une photo, c'est difficile d'évaluer la minéralogie. Donc on a finalement trois types de porphyroblastes, grenat, storotide et biotite.
plus une schistosité. Donc ça, c'est mes deux principales textures que je vais voir dans ma roche et que je vais décrire. Quand on a décrit la texture, on peut aller décrire la minéralogie. Donc c'est sûr qu'on fait un petit peu tout en même temps, mais on essaye de faire notre description étape par étape. Donc mica, les quartz qui sont présents entre notre couche micacée, ainsi que grenat, staurothide et biotite. On établit les pourcentages. Il faut faire très attention dans les schistes, on a souvent tendance à surestimer le pourcentage de mica, puisque on a tendance à regarder le dessus d'un plan de schistosité, où dans ce cas-là, en effet, il est très riche en mica. Mais pour bien estimer le pourcentage de mica, il faut regarder la roche perpendiculairement au plan de schistosité, donc c'est-à-dire sur le côté. Donc on établit un pourcentage de mica, le pourcentage des porphyroblastes, donc ici on a environ 10% de porphyroblastes de grenat, staurothide et biotite. Et puis on va arriver à l'étape où il faut donner un nom de la roche. Alors dans une roche métamorphique, il y a une procédure, donc on a vu dans une des vidéos précédentes. Donc la procédure nous dit, premièrement, est-ce qu'on voit une texture qui nous fait penser au protolithe, à la roche qui était le précurseur. Ici, il n'y a pas de texture primaire préservée. Toutefois, la composition minéralogique, donc l'abondance de grenat, de staurothide, de mica, indique que la roche initiale était riche en aluminium. Donc, une roche initiale riche en aluminium, c'est une pellite. Alors, on peut penser que cette roche-là était une pellite à l'origine, donc on pourrait l'appeler une métapellite. Mais on n'a pas de texture, c'est la composition de la roche qui nous indique que le protolithe était une pellite. Donc on pourrait garder le nom métapellite, ou sinon on pourrait aller à l'étape suivante, c'est-à-dire regarder est-ce qu'on a 75% d'un minéral, ce qui n'est pas le cas ici, est-ce qu'on a une roche particulière, ce n'est pas le cas ici, donc on arrive à l'étape où est-ce qu'il y a une foliation, oui c'est une schistosité, donc c'est un schiste. Donc deux noms possibles pour cette roche, métapellite ou schiste. Bien sûr, on ne peut pas juste garder le nom de schiste ou de nom de métapellite parce que ça ne va pas rendre en compte la minéralogie de la roche. Donc il faut que dans le nom, on ait des indicateurs des minéraux présents, puisque c'est ces minéraux qui vont non seulement nous donner des indications sur la composition de la roche, mais aussi sur le faciès métamorphique. Deux minéraux d'intérêt qui vont être caractéristiques du faciès, c'est le grenat et la staurothide. Leur présence indique aussi qu'on est dans des roches alumineuses et que c'est un métamorphisme au faciès des amphibolites. Donc le nom de la roche, ce serait schiste ou métapellite, au choix à grenat, staurothide, biotite. Et l'ordre d'abondance, l'ordre des minéraux, on le mettrait par ordre d'abondance, donc du plus abondant au moins abondant. Ici, je ne mets pas le nom de le minéral muscovite dans le nom de la roche, puisque c'est sous-entendu que si on a un schiste ou une métapellite, on a des roches qui sont quand même relativement riches en mica. Donc ça, c'est pour une description de la roche. Donc un gros plan pour vous aider à mieux voir certains minéraux. Et maintenant, quand on a de la mince, on fait la même démarche pour la décrire. Quand on décrit une lame mince, on va décrire ses textures, on va décrire sa minéralogie, puis ensuite, à partir de la lame, on va essayer de donner un nom à une roche. Et avec la lame, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment aller pouvoir décrire en détail le protolithe, le faciès métamorphique et les paragenèses présentes. Donc dans cette roche-là, qu'est-ce qu'on observe? J'ai mis une lame observée en lumière naturelle. On voit tout de suite des minéraux, des petits bâtonnets qui sont les muscovites. On a les minéraux ici beaucoup plus gros que le reste qui sont la kyanite, le minéral vert, la biotite et tous les minéraux incolores à faible relief qui sont ici, c'est le quartz. On a la minéralogie comme ça. On voit tout de suite que certains minéraux sont beaucoup plus gros que le reste, c'est-à-dire la biotite et la kyanite. On a donc des porphyroblastes. Si on les regarde, on voit que dans le cas de la kyanite, le porphyroblaste est zoné. Pourquoi? Parce que le cœur du porphyroblaste, et je le souligne ici, est riche en inclusion, alors que sa bordure ne contient pas d'inclusion. Donc ça fait une zonation comme ça du cœur vers le bord.
On voit aussi que les inclusions à l'intérieur de la kyanite sont orientées. Donc on a un porphyroblaste de kyanite zoné. Le porphyroblaste est automorphe, la kyanite a sa forme automorphe. Et on a ici un porphyroblaste aussi subautomorphe de biotite qui lui ne contient pas d'inclusion, ou il contient ce qui est en brun, c'est les petites inclusions de zircon. Donc on a une texture porphyroblastique puisqu'on a présence de porphyroblastes, et en décrivant la texture, on décrit la forme, la zonation, la présence d'inclusion des porphyroblastes. On voit aussi que nos micas, qui sont un peu partout, sont orientés. Donc il y a une orientation. Donc l'orientation qui est définie par des micas, on appelle ça une texture lépidoblastique. Et comme les quartz entre mes micas sont recristallisés, on parle d'une texture granolépidoblastique. Donc ici, c'est pas, on voit une orientation générale est-ouest. Il y a peut-être une deuxième orientation qui est dans cette direction, mais c'est pas très clair sur cette lame-ci. Donc on a une deuxième minéraux qui ont tendance à s'orienter aussi de cette manière-là. C'est important dans une lame d'essayer de regarder combien de foliations on a, puisque ça va nous donner des indications sur le nombre de déformations qui a été enregistré par la roche. Donc texture de cette lame mince, texture granulépidoclastique et texture porphyroblastique avec des porphyroblastes de kyanite et de biotite. Donc la minéralogie, c'est de reprendre, identifier les différents minéraux et leurs caractéristiques, donc s'il y a des zonations par exemple. Donner un nom à la roche, encore là, même procédure que tantôt, on voit qu'on a beaucoup de minéraux alumineux, donc des muscovites, des kyanites, des biotites, qui fait que le protolithe devait être un protolithe alumineux, donc une pélite, alors d'où le nom métapélite, et on associe au nom les minéraux qui vont être importants pour le grade métamorphique, c'est-à-dire kyanite et biotite. On pourrait aussi appeler cette roche un schiste, puisque c'est des feuillets, donc on peut penser que si en 2 dimensions dans une lame, on a des feuillets orientés, on a bien une schistosité. Par contre, il faut faire attention quand on a des minéraux aciculaires qui sont orientés, puisqu'on ne sait pas dans ce cas-là, en 2 dimensions, s'il s'agit d'une schistosité ou s'il s'agit plutôt d'une linéation. Ensuite, on va interpréter, donc faire des interprétations. On a vu déjà, on peut interpréter le protolithe, on peut interpréter le faciès métamorphique en fonction des minéraux présents, mais il va falloir aussi regarder les paragenèses. Comment on sait que deux minéraux forment une paragenèse? C'est quand le contact ensemble est stable. Donc on va aller regarder les minéraux, les contacts des minéraux. Donc si je prends cette kyanite là, je vois que au contact, la muscovite qui est ici, elle est stable. Il n'y a pas, entre ces 2 minéraux-là, il n'y a pas un 3e minéral qui se forme en couronne. Donc on peut dire ici que ma muscovite et ma kyanite forment une paragenèse. C'est la même chose pour le quartz. Quartz et muscovite sont stables, quartz et kyanite sont stables. Donc ça fait que quartz, muscovite, kyanite vont former une paragenèse. On va faire la même chose avec ma biotite, ici qui est là. On va regarder le contact. On voit qu'ici, j'ai une muscovite qui est au contact de ma biotite. Le contact est stable puisqu'il n'y a pas un minéral qui s'est formé entre ces 2 minéraux. Alors pareil, si on regarde les quartz qui sont ici, le quartz et la biotite sont stables, le quartz et la muscovite sont stables, la muscovite et la biotite sont stables. Donc on a une paragenèse aussi à muscovite, biotite et quartz. Si on veut savoir si la muscovite, la biotite et la kyanite forment une paragenèse, idéalement, il faudrait chercher dans la lame un endroit où la biotite et la kyanite sont en contact pour vérifier que le contact entre ces 2 minéraux est stable. On retrouve ainsi les paragenèses des roches métamorphiques.